Bien, ce vidéo court pour travailler sur la deuxième partie d'un monde ou de territoire inégalement intégré à la mondialisation. Petite manipulation. Et c'est parti. Donc, des territoires intégrés à la inégalement intégrés à la mondialisation. Deuxième partie, à l'échelle des territoires. La première partie du cours nous a permis de fixer les inégalités d'intégration au processus de mondialisation à l'échelle de grands ensembles géographiques. En observant ce croquis, trois ensembles ou trois éléments sont à retenir. Les ensembles dominants, qui dessinent des aires de puissance centrales de la mondialisation. Les espaces intégrés ou partiellement intégrés, les émergents, les pays ateliers de l'Asie du Sud-Est, ou encore les grands producteurs de matières premières, hydrocarbures ou production agricole. Enfin, pour terminer, les espaces marginalisés, l'essentiel de ce groupe étant constitué par les PMA, qui sont concentrés en Afrique subsaharienne. Néanmoins, en observant la légende de ce croquis, les inégalités d'intégration peuvent s'observer à d'autres échelles géographiques, c'est-à-dire à celles de territoires spécifiques. Commençons par l'archipel métropolitain mondial. Pour le définir, retenons qu'il s'agit de l'ensemble des villes qui participent à la direction du monde. Ces villes constituent un ensemble d'îles reliées entre elles par des flux intenses, les liaisons aériennes, flux de communication. 90% des opérations financières s'y décident et 80% des productions scientifiques s'y élaborent. Cette carte fait apparaître une hiérarchisation entre les différents éléments. Il n'existe pas une métropole globale, mais des métropoles globales qui s'insèrent dans des réseaux différents, économiques, financiers, commerciaux, politiques, culturels. Au sommet de cet ensemble, on trouve quelques villes qui s'insèrent dans plusieurs réseaux, comme New York, Londres, et pour terminer, Tokyo. Comment fonctionne maintenant cet archipel métropolitain ? Ces métropoles fonctionnent de façon globalement identique, comme le montre le schéma suivant. Elles concentrent, pour commencer, les activités de décision, les services de haut niveau. Elles sont en relation avec le monde, au moyen de connexions planétaires. Toutes sont dotées d'aéroports internationaux majeurs. Elles forment, à l'échelle globale, un réseau de coordination et elles sont des centres de coordination de l'économie globale. Elles constituent des centres d'impulsion. Ces villes sont identifiables à un paysage urbain spécifique. On peut parler de villes debout, dont la verticalité constitue une des caractéristiques. Vue de Londres ici. De plus, ce sont des villes spécialisées dans les activités du tertiaire supérieur, activités qui se concentrent dans les mêmes quartiers des villes, les centres d'affaires ou CBD. La City à Londres, Manhattan à New York, la Défense à Paris, le Pudong à Shanghai en sont des exemples. Mais elles s'insèrent ou s'intègrent à d'autres réseaux, comme celui par exemple des grandes universités ou des grands musées.
Cette carte permet de visualiser maintenant les destinations internationales par ville. Elle est un bon marqueur des inégalités que provoque la mondialisation. Ce phénomène ne concerne pas toute la planète. Les PMA sont écartés du processus de métropolisation. La taille des villes ne fait pas sa fonction. De nombreuses villes de plus de 10 millions d'habitants ne sont pas des métropoles globales comme Jakarta, Dhaka ou même Lagos. En fait, une nouvelle géographie de la métropolisation mondiale est en formation avec l'apparition de villes globales émergentes comme Séoul, comme Shanghai ou Hong Kong, comme Singapour, comme Mumbai ou comme Dubaï. Voilà, c'est fait.